Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live avec Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur cette page Facebook. Certains l'ont déjà fait et c'est très bien. On va y répondre en direct dans quelques secondes. Bonsoir Madame Amiable. Bonsoir. Merci de nous recevoir à l'Hôtel de Ville en direct. Et je vous pose tout de suite une question qui vient de Monsieur Samir, qui habite rue de Verdun. Qui vous dit, au cours du précédent live Facebook, vous avez indiqué la volonté de la mairie de développer les commerces, bars, cafés, restaurants, permettant de dynamiser et de créer des lieux d'échange dans la ville. De nombreux pays en Europe ou ailleurs ont mis en place des food markets permanents, des espaces communs de restauration que se partagent des petits stands privés proposant de la street food des quatre coins du monde. Mais ce genre de lieu n'existe quasiment pas en région parisienne. Il se demande même si ça existe en France. Ne serait-ce pas un projet intéressant à développer dans la zone des futurs métros? Et Bagneux, en tant que ville jeune, ne pourrait-elle pas tenter de développer cette culture de street food qui se limite malheureusement bien souvent ici à de simples kebabs ou pizzerias? Écoutez, c'est une proposition très intéressante que vous nous faites ce soir. Ça commence à exister, un peu à Paris et à Lyon, mais c'est de manière en fait éphémère aujourd'hui. C'est par exemple une fois par semaine, etc. Et là, je pense que Samir évoque plutôt donc voilà quelque chose de durable. C'est vrai que quand on va dans certaines villes à l'étranger, c'est des lieux vraiment de rencontres, de brassage aussi culturel, enfin très très intéressant. Donc voilà, je pense que c'est une bonne proposition. Il faut qu'on regarde la faisabilité. Donc on va demander aux responsables, à l'animateur du commerce local de se pencher sur cette question. Ils ont des idées, les belles. Oui, très bonne proposition, mais c'est vrai que c'est pas vraiment aujourd'hui dans la culture de notre pays. Une question de Marie Niquez Menjivar. Elle habite au 6 rue de la Mégisserie depuis 2 ans avec sa famille. Elle dit à notre emménagement, il y a 2 ans, donc, les travaux gênaient entre 7h et 19h. Désormais, c'est entre 6h et 22h ou 23h, voire toute la nuit. Nous pensons déménager, mais nous ne trouvons pas d'autres logements adaptés dans nos moyens. Je ne sais plus quoi faire, c'est désespérant, dit-elle. Que pouvez-vous faire? Nous sommes prêts à déménager définitivement ou à déménager temporairement pendant l'été, s'il le faut. Aidez-nous, madame, s'il vous plaît. Alors, la question qu'évoque cette dame a été évoquée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, au cours d'une réunion que j'avais initiée avec la Société du Grand Paris, suite à des plaintes de riverains, où la Société du Grand Paris s'est engagée évidemment sur un certain nombre de mesures, notamment de respect des horaires, aussi de lumière à la nuit sur le chantier qui est aussi très gênante en plus du bruit, et bien sûr sur la construction d'un mur anti-bruit dont une partie donc a déjà été construite aujourd'hui. Je pense que cette personne habite au 6 rue de la Mégisserie, donc si c'est le 6, c'est plutôt en copropriété, donc une personne qui est propriétaire de son logement, puisque les tours, c'est de mémoire le 1, le 9 et le 10, c'est pas le 6, parce qu'autrement j'aurais pu aussi parler de l'intervention que je mène aujourd'hui auprès de Paris Habitat pour que notamment il équipe les tours les plus en proximité de volets. C'est quelque chose que j'ai demandé pour que voilà l'isolation phonique soit plus importante, notamment parce que Paris Habitat a perçu près d'1 million d'euros d'indemnité de la part de la Société du Grand Paris, et je souhaite qu'il réinvestisse cet argent pour la protection de ses locataires. Donc, ce que j'entends dans ce que me dit cette auditrice, si je puis dire ainsi, c'est que voilà, la question perdure. Donc, je vais relancer à nouveau. C'est une exigence de la ville. C'est hors de question d'accepter que les horaires débordent des chantiers. Et là, visiblement, ce que me dit cette dame, c'est qu'il continue donc à déborder à nouveau, alors que la situation s'était améliorée suite à cette réunion. À suivre donc. Donc si on peut récupérer évidemment un peu plus les coordonnées téléphoniques de cette personne pour entrer en contact direct avec elle ou son mail, ça serait bien. C'est dit. Donc vous nous envoyez un message privé avec vos coordonnées et on vous rappelle pour faire le point avec vous sur ce sujet qui est compliqué. Une question de monsieur Ahmed Hamdoun.
c'est plutôt une candidature d'ailleurs qu'une question. J'ai terminé une formation de gardien et de conciergerie récemment. Je souhaiterais rejoindre vos équipes pour le poste de gardien d'école, vu qu'il y a 3 postes à pourvoir, donc elle s'est renseignée. Est-ce que c'est possible ? Alors, il faut bien sûr envoyer sa candidature à l'hôtel de ville. Je fais juste, là c'est une situation individuelle, mais juste une précision. Évidemment, ce type de poste est d'abord soumis aux agents de la collectivité, comme dans toute entreprise. Ça peut permettre évidemment un déroulement de carrière pour des agents qui sont déjà en poste dans la mairie. Donc les postes sont d'abord proposés en interne, et quand il n'y a pas de candidat en interne, ils sont bien sûr ouverts à l'externe. Donc voilà. Il n'y a pas de souci dès que ce poste sera ouvert à l'extérieur. Si c'est le cas, normalement, les postes ouverts sont indiqués sur le site internet de la ville. Bagneux92.fr. Tout à fait. Fanny Chang, future habitante de Bagneux, vous pose cette question. La barre Châteaubriand va-t-elle faire l'objet d'une rénovation dans le cadre du nouvel écoquartier ? Sur les plans fournis initialement, le bâtiment est indiqué comme à rénover, mais cela ne figure nulle part sur la page de description de l'écoquartier, d'où la question. Oui, alors je ne sais pas si cette personne nous parle de la barre Châteaubriand qui appartient à IDF Habitat ou à Haute-Seine Habitat, celle qui est près de l'église Sainte-Monique est du bailleur social IDF Habitat, et l'autre est du bailleur Haute-Seine Habitat. Alors on l'a indiqué dans l'écoquartier comme à rénover, parce que nous pensons qu'il faut rénover cet habitat. Il est en train de se construire un écoquartier avec des nouveaux bâtiments avec des performances énergétiques de bonne qualité. Aujourd'hui, on a des anciens logements des années 60, des anciens logements sociaux qui ont besoin de cette rénovation, notamment énergétique, bien sûr, aussi pour embellir l'aspect de ces résidences. Il appartient donc c'est pas la ville évidemment qui décide de ces réhabilitations, mais il appartient aux propriétaires de les engager. Alors je développerai pas plus sur les questions du logement social et du financement aussi pour la réhabilitation. Il est clair qu'aujourd'hui il n'y a aucune aide pour les bailleurs de logements sociaux pour faire ces réhabilitations, donc ils doivent prendre sur leurs fonds propres, et que évidemment ils n'ont pas que cet immeuble-là, ils en ont souvent partout, ou dans le département ou en région parisienne. Mais bien sûr, c'est un objectif qu'il faut continuer à poursuivre. Il y a déjà pas mal de réhabilitations de logements sociaux qui sont entamés sur la commune. Il faut le poursuivre, mais il faudrait aussi que l'État donne un coup de pouce aux organismes HLM qui ont été lourdement ponctionnés dans la loi de finances 2018 et 2019. Fanny Chang, je viens de vous dire sa question, donc je passe à la suivante. Elle vient de Bruno DS. Elle a été postée sur Facebook il y a quelques heures. Il a 2 questions à vous poser. On va commencer par la première. Pour les nouveaux arrivants à Bagneux, concernant les places en crèche, est-ce que les enfants qui étaient déjà en crèche dans leur ville précédente sont prioritaires pour l'attribution de places à Bagneux ? Vous comprendrez qu'il est très difficile pour un enfant de moins de 3 ans, ainsi que ses parents, de passer d'une structure d'accueil en crèche à une structure de type assistante maternelle et nounou aussi brutalement. Alors je comprends bien évidemment l'aspiration de ce papa et de cette famille. Je vais répondre très franchement, non, évidemment, il n'y a pas d'automatisme dans un déménagement parce qu'on avait une place en crèche dans une autre commune, d'en avoir une à Bagneux. Je ne vais pas vous dire que c'est le critère prioritaire d'attribution puisque ça ne l'est pas. Donc je comprends les questions qui sont évoquées. Les commissions d'attribution ont eu lieu, donc je ne sais pas si cette famille a eu une place, mais peut-être que finalement pas pour l'instant, puisque la commission s'est tenue là au mois de mai, donc les places sont attribuées. La ville, ceci dit, continue donc à construire des nouvelles places de crèche. On avait livré en septembre 2019 la crèche Graine de Lune avec 2 fois 45 berceaux. Il y a des nouvelles crèches, la crèche Babylou, donc qui s'est ouverte aussi cette année, qui est une crèche privée, mais aussi qui s'est ouverte cette année. Il y en a une autre qui vient de s'ouvrir dans la rue des Capucines,
micro-crèche. Donc voilà, on continue évidemment à favoriser donc de nouveau l'installation de nouveaux lits, de nouveaux berceaux dans la commune. Et d'ailleurs, on a aussi posé la première pierre du futur relais d'assistante maternelle, même si j'ai compris que oui, ça sera trop tard, ce monsieur ne sait pas cela qu'il souhaitait évidemment pour son enfant. Et je comprends évidemment la difficulté qu'il évoque, mais il n'y a pas d'automatisme, donc je ne vais pas vous dire qu'il y en a un. Donc mais je comprends vraiment la question posée et la difficulté que ça peut poser pour une famille. La deuxième question de Bruno, elle concerne les travaux de réaménagement de l'avenue Henri Barbus, particulièrement au niveau du secteur lycée professionnel et poste sur ce carrefour. Qu'est-il prévu avec l'arrivée du nouveau métro? Restera-t-on avec le même nombre de voies qu'actuellement pour les voitures? Y aura-t-il une limitation à 50 ou 30 km/h? Alors, il y aura bien sûr donc 2 voies de chaque côté, 2 pistes, enfin une piste cyclable de chaque côté, la plantation donc de nouveaux arbres, puisque l'avenue Henri Barbus c'est une avenue, vous savez, où il y avait des grands marronniers auparavant, et donc il y en aura donc un nouveau qui seront plantés. Et elle sera donc limitée à 30 km/h parce qu'en fait, à l'issue de ces travaux qui sont entrepris donc par la RATP, qui a en fait abîmé la voie pour les travaux. Voilà, à l'issue, donc, cette voirie qui était départementale auparavant deviendra communale. Et comme ça devient une voirie communale, on pourra la mettre à 30 km/h, ce qui n'était pas le cas, parce que jusqu'à présent, parce que le département ne souhaite mettre sur aucune voie départementale du 30 km/h. Donc oui, elle sera à 30 km/h dès les travaux finis. Normalement, fin d'année, les travaux seront terminés. Oh, une bonne nouvelle, ça fait du bien. Oui, parce que les habitants, les riverains de l'avenue Henri Barbus souffrent quand même depuis plusieurs années de ne pas avoir accès à cette avenue qui est quand même très pratique pour desservir beaucoup de quartiers de la commune. Une question qui vient d'être posée par Christophe Millot concernant la friche du 4 rue de Fontenay et l'ancien bar attenant. Y a-t-il un projet? Ne pourrait-on pas envisager un immeuble de logement un peu premium qui hébergerait un commerce qualitatif à son pied, grande enseigne nationale ou bien une belle brasserie de centre-ville? Les deux nous font vraiment défaut à mon avis, dit-il. La redynamisation du centre-ville doit être une priorité. Châtillon et Fontenay-aux-Roses y sont bien arrivés, alors pourquoi pas nous? Alors tout à fait, là, le monsieur, je pense, parle là où il y a le café d'Empierre aujourd'hui qui est fermé. Donc il n'y a pas encore de projet à présenter donc aux habitants aujourd'hui, mais bien sûr nous y travaillons et donc il y en aura un prochainement. Évidemment, il faudra reprendre tout l'immeuble d'habitation qui est au-dessus, mais plus généralement, monsieur pose la question de la dynamique du commerce local et particulièrement dans le centre ancien qui est vous l'avez bien en tête, pour ceux qui connaissent bien Bagneux, notre centre ancien est un village aujourd'hui qui est pas très large, j'allais dire, en superficie. On est vraiment sur on l'appelle le village parce que ça a gardé ce caractère village. Mais c'est important de continuer à le faire ville. Bien sûr, il y a des centralités nouvelles qui vont se créer au pied des métros avec de l'attractivité pour des commerces parce que il y aura de l'activité économique, des entreprises, des salariés qui vont s'implanter et aussi des nouveaux habitants qui vont venir y vivre. Mais je crois que c'est important de garder ce centre historique comme un pôle d'attractivité, un endroit aussi où on peut venir respirer, être à l'abri et moins dans une ambiance peut-être moins urbaine que ça le sera au pied des métros. La dynamique pour enclencher l'arrivée de nouveaux commerces, j'ai envie de dire que ça dépend aussi des habitudes de consommation. Donc on a aussi besoin que les balnéolais fréquentent plus ce cœur de ville. Je veux dire, la loi de l'offre et de la demande, on a des commerces nouveaux qui se sont installés ces dernières années. Il y en a qui vivent bien, il y en a, et vous le voyez probablement, qui rencontrent des difficultés parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment aussi de clientèle. On a essayé donc avec le marché village notamment, qui est une réussite pour le coup, de dynamiser le samedi matin parce qu'on pense que ce qui se passe dans le marché village, ça profite finalement à l'ensemble des commerçants. Voilà, et donc on essaye d'être incitatif de ce point de vue-là. On a un périmètre de préemption, je le précise aussi. Donc quand un commerce s'installe et qu'il n'est pas de même activité, on peut essayer de préempter le fonds de commerce, mais
Bien sûr, c'est un dispositif quand même qui est très très encadré au niveau législatif, hein, pas que ça soit susceptible de recours. Mais voilà, cette personne a raison, il y a besoin dans le centre-ville, voilà, d'une brasserie qui soit voilà, plus attractive, plus agréable, et de commerce de proximité, puisqu'on restera dans ce cadre-là, qui soit également attractif. C'est ce qu'on essaie de favoriser, même si j'allais dire, c'est pas le rôle de la ville, n'installe pas elle-même les commerçants, ni ne les choisit pas toujours. Il faut qu'ils viennent. Voilà. Les questions vont par deux ce soir, puisque Christophe a une deuxième question. Est-ce que la région Île-de-France Mobilité a déjà engagé une réflexion sur le prolongement de la ligne 4 au-delà des travaux en cours, suite à la demande que vous leur aviez formulée avec vos confrères au printemps 2018? Alors non. Non, pas pour l'instant, mais c'est quelque chose sur lequel moi je vais continuer à m'accrocher, parce que je suis persuadée du bien fondé de ce prolongement de la ligne 4, qui pourrait donc passer par les Mathurins, mais ensuite aller vers les villes voisines jusqu'à Robinson, jusqu'à rejoindre donc la branche du RER B. Je crois que ça serait vraiment bien pour Bagneux, évidemment, pour avoir une seconde station, mais aussi pour toutes les villes voisines, pour pouvoir rejoindre demain aussi le réseau du Grand Paris Express, et que je crois que c'est un projet d'avenir. Alors évidemment, c'est un nouveau projet de transport. Je sais bien que ça coûte de l'argent, j'ai bien conscience, mais je crois qu'on a beaucoup souffert en région parisienne d'une manière générale d'un sous-équipement d'infrastructures de transport qu'on essaye aujourd'hui de rattraper, mais on ne rattrape pas quand même le retard. Aujourd'hui, le RER B est saturé. Aujourd'hui, les lignes de métro sont saturées. Donc, les choses sont en train d'avancer, vont s'éclaircir demain. Mais en attendant, la situation est extrêmement, extrêmement difficile. Donc voilà, moi j'insisterai auprès de Valérie Pécresse, la présidente d'IDF Mobilité de la région Île-de-France, pour dire lancer au moins les études, qu'on regarde vraiment l'intérêt pour Bagneux bien sûr, mais pour l'ensemble du territoire du sud des Hauts-de-Seine. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt, une vraie plus-value pour les habitants et pour l'attractivité de ce territoire. Beaucoup de questions qui nous arrivent. Christophe Léon vous pose cette question. Bonsoir, la remise du prix littéraire a eu lieu ce soir, vous y étiez. Pouvez-vous nous dire quelle a été l'implication de la municipalité dans cette initiative pour les élèves des écoles de Bagneux? Oui, alors il y avait ce soir la remise du prix littéraire, c'était les 10 ans ce soir, hein, donc on est à 56 classes de la petite section à la 6e donc, qui participent, 1200 élèves, donc c'est vraiment très important, et ça a pris vraiment un rythme de croisière. Donc les enseignants travaillent toute l'année scolaire avec leurs élèves donc sur la question de la littérature jeunesse pour aller très vite. L'implication de la ville, c'est que la ville donc finance les ouvrages. Hein. Donc c'est la ville qui paye à travers son service éducation les ouvrages pour nos écoles, et puis aussi finance les interventions d'auteurs ou d'illustrateurs qui viennent dialoguer avec les élèves dans les classes. Oui, c'est un très beau projet qui marche très bien. Brahim Mazari vous pose cette question. En tout cas, commence par une information. La situation se dégrade de jour en jour, rue Abraham Lincoln, vers la Nationale 20. Pourtant, il y a des caméras de surveillance dans l'immeuble, mais la police de Bagneux ne les consulte jamais. Pourquoi n'y a-t-il aucune intervention rue Abraham Lincoln? Alors, cette personne, je pense, parle de l'intervention de la police nationale. Il y a des caméras, effectivement, chez Hauts-de-Seine Habitat. Comme quoi, il ne suffit pas qu'il y ait des caméras. Pour que les caméras fonctionnent et soient utilisées par les services de police, la police ne regarde pas les caméras tous les jours, ni le bailleur d'ailleurs. Il faut qu'il y ait des dépôts de plaintes, voilà, ou de main courante, pour dire qu'il se passe tel incident dans tel hall d'immeuble. Et à partir du moment où la police est saisie, et c'est vrai pour les caméras de la ville de Bagneux également, elle va utiliser donc dans sa procédure la vidéoprotection, et donc demander soit au bailleur, soit à la commune, quand c'est la commune, de pouvoir regarder ces vidéos et de s'en servir pour leur enquête. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas en permanence, et il faut des dépôts. C'est pas un outil de surveillance, c'est pour éclaircir une affaire. Non, c'est pas un outil de surveillance, c'est un outil pour éclaircir, d'enquête, tout à fait, pour éclaircir une affaire. Donc cette personne peut nous contacter vraiment
de manière plus personnelle en nous laissant également son mail pour qu'on rentre en contact avec elle. Mais voilà, moi j'ai des réunions extrêmement régulières avec la police. Il y a un hall d'immeuble qui est visé particulièrement. Voilà, je demanderai à nouveau au commissaire d'intervenir. Il y a eu des interventions à Abraham Lincoln, mais visiblement c'est pas suffisant. Question suivante, elle vous est posée par Pascal Bobescu. Pouvez-vous nous dire si l'école Rosenberg va ouvrir en septembre? Oui, j'espère. Normalement, tout est fait pour. Hein. Donc là, tout le gros œuvre est terminé. On est passé donc dans cette seconde phase, mais qui est aussi importante de toutes les finitions de l'école. On a fait samedi dernier une visite de chantier. On avait à peu près 200 familles qui sont venues, donc beaucoup de monde. Donc oui, on est bien engagé. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas de pépins, mais normalement non. Donc l'école va ouvrir en septembre, et je pense que les parents qui ont visité l'école ont vraiment trouvé que c'était un très bel équipement pour leurs enfants. Damien Fernandez vous pose cette question. Le site internet du métro Ligne 4 n'a publié aucune photo depuis plusieurs mois. Est-ce que les travaux des stations avancent? Est-ce qu'une date plus précise que 2021 est connue pour la livraison de ces... Alors, on est toujours à mi-2021, donc juin, normalement 2021. On va leur faire la remarque, le service communication d'ailleurs, que vous connaissez aussi, on les connaît, de la RATP. Oui, ça avance très bien. Nous, évidemment, tous les travaux de génie civil sont finis à la station Lucie-Aubrac. Là, ils viennent d'être terminés à la station Barbara, qui est la station à Montrouge, mais juste en limite de Bagneux. Donc chez nous, les quais sont réalisés, les rails sont posés, donc ça avance très bien. Vous pouvez vous inscrire, il y a des visites au mois de juillet, www, je crois que c'est point prolongement de la 4. Prolongement ligne 4. Prolongement ligne 4, enfin quelque chose comme ça. Et vous pouvez vous inscrire pour aller visiter le chantier. Et d'ailleurs, vous pouvez même du coup remonter de Lucie-Aubrac jusqu'à Barbara en souterrain et visiter ce chantier. Donc n'hésitez pas, mais oui, ça avance très bien. La ligne 4... c'est plus que sur de bons rails. C'est le cas de le dire. Aminata Dembélé vous pose cette question. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a toujours pas de rampe à l'école Marcel Cachin. C'est très compliqué pour les mamans avec poussette et inaccessible pour les handicapés. C'est aberrant, dit-elle. Alors, de rampe à l'école Marcel Cachin, donc en passant à l'arrière de l'école, il y en a une. Donc, moi, depuis l'avenue du Maréchal Foch... C'est des marches ou c'est une rampe praticable? Oui, non, il y a une rampe praticable, me semble-t-il. Donc, je pense que la dame parle, par contre, à l'intérieur de l'école, probablement. S'il n'y en a pas, c'est parce que quand on réalise une pente avec une rampe, je pense que c'est de ça dont parle cette dame-là. Il y a évidemment un dénivelé à respecter. Vous ne pouvez pas faire une pente comme ça parce que il y a des normes à respecter. Donc je veux bien que cette dame aussi me dise peut-être en message privé si elle parle à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur, et qu'on regarde si c'est juste poser une rampe. Ça c'est simple. Donc on le fera faire tout de suite. Je pense que si ce n'est pas fait, c'est parce que c'est plus compliqué que ça. Mais on peut regarder et pareil communiquer. N'hésitez pas donc à développer un petit peu votre propos en message privé, et on va suivre cette affaire. Lydia Amiard vous dit « Bonsoir Madame le maire, où en sommes-nous de l'accueil des réfugiés au gymnase Joliot-Curie ?» Oui, ils sont toujours au gymnase Joliot-Curie. Donc le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé, donc pour l'instant jusqu'au 30 juin, la réquisition de ce gymnase. Donc c'est une réquisition de l'État. Moi j'avais fait savoir, j'avais fait savoir mon désaccord. Je vais dire, pas mon désaccord, parce que je ne veux pas que Bagneux soit une ville solidaire et accueillir les réfugiés, mais mon désaccord sur le fait que, fallait peut-être voir un petit peu d'autres villes dans les Hauts-de-Seine que simplement toujours les mêmes. Donc, je l'ai redit donc au préfet. Donc, normalement, là, c'est prolongé jusqu'au 30 juin. Je pense que après, ça devrait donc s'arrêter. On devrait pouvoir récupérer donc le gymnase pour les écoles. Et j'ai redit à monsieur le préfet que, je pensais que maintenant, il fallait aller solliciter les villes voisines, Montrouge, Chaux, Bourg-la-Reine, autour de nous. Il y a d'autres villes qui ont des gymnases, donc il n'y a pas de raison, il y a des gymnases dans toutes les villes. Donc moi je suis pour la solidarité, mais je suis aussi pour l'équité. Et c'est le rôle de l'État de faire cette équité.
Donc bien sûr, il faut accueillir aussi ces personnes et qu'elles ne couchent pas, qu'elles ne soient pas dans la rue. C'est important aussi. Joanne Cousin vous demande, y a-t-il des bureaux locaux pour les associations ? Donc des locaux, je suppose. Des locaux, oui, bien sûr, il y a des associations qui ont des locaux, donc certaines ont des locaux pérennes, c'est-à-dire qui sont à eux, et puis d'autres associations, des locaux 1 ou 2 fois par semaine selon leurs besoins. Donc voilà, j'ai une adjointe qui s'occupe de ces questions-là, qui est à disposition des associations pour les recevoir, examiner avec elles leurs demandes. Et puis à la mission citoyenneté, on a aussi une chargée de mission qui s'occupe des associations et qui est aussi vraiment à votre disposition pour essayer d'examiner votre besoin, pour regarder comment on peut vous accompagner. Bien sûr, nous, on ne peut pas donner des locaux à tout le monde, mais on prête beaucoup de salles municipales pour les associations. Alors, une petite précision, on l'avait presque, mais ce n'est pas exactement ça pour l'adresse du site internet Métroligne 4. Donc, l'adresse exacte, c'est prolongement-m4.fr. Voilà. Et c'est sur ce site qu'on peut avoir toutes les informations et réserver des visites. On peut aller visiter, c'est vraiment quelque chose à voir, même en famille, avec les enfants. Tout ça. On n'a pas tous les jours l'occasion de voir ça dans sa ville. Damien Fernandez vous pose cette question. Quand la zone de l'ancien Speedy et de la tour dans la ZAC Victor Hugo sera démolie, s'il vous plaît? Je n'ai pas encore la date précise, mais ça sera prochainement. Je ne veux pas dire la date précise, je ne l'ai pas. Quand j'ai la réponse, je la donne, mais je peux éventuellement aussi en message privé, après vous redonner une date plus précise si nous l'avons déjà. Alors, Laura Moulin-Raitmi vous pose cette question. Quelles sont les personnes prioritaires pour obtenir un logement? Nous sommes actuellement 4 dans un 2 pièces, un garçon de 11 ans, bientôt une fille de 1 an, qui dort dans le salon avec nous, ses parents. Alors, le logement, c'est une question extrêmement compliquée, parce que d'abord, il y a 700 000 demandeurs de logements sociaux en Île-de-France. Il y en a plus de 3 000 à Bagneux. Donc il y a une très grosse pénurie en fait. Il n'y a pas assez en Île-de-France de logements en fait à loyer accessible. Donc il y a une très très grosse pénurie. Donc il y a une forte demande. Ce que je voudrais préciser, c'est que sur le contingent de logements sociaux de la ville, en Bagneux pour le coup, on fait largement notre devoir. Nous avons la ville à 17% d'attribution. C'est-à-dire quand il y a 100 logements qui se libèrent dans la ville n'en a que 17 à donner. Voilà, déjà. La préfecture en a 30%, et la préfecture aujourd'hui reloge prioritairement ce qu'elle appelle les ménages les plus démunis ou les ménages qui ont déposé un dossier DALO, le droit au logement opposable, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de logement. Et puis ensuite, 50% des logements, donc à peu près 50% sont des logements d'Action Logement. C'est-à-dire que là, c'est les employeurs donc qui sont réservataires de ces logements-là. Donc si, par exemple, vous avez cette possibilité-là, c'est quand même un moyen plus rapide pour obtenir un logement. Et puis les 3% qui restent, c'est des contingents du département ou de la région. Les 3%, c'est des tout petits contingents. Donc effectivement, les délais d'attente sont longs. Quand vous êtes vous cherchez un T2, T1, T2, ça va relativement vite. Mais dès que vous cherchez donc un logement plus grand, notamment 4 pièces, 5 pièces, il n'y a pas suffisamment donc, de logements de cette typologie aujourd'hui, donc les délais sont relativement longs. Voilà. Donc, mais si je ne me trompe pas, la durée de la demande fait partie des critères d'attribution. La durée de la demande, il faut renouveler vraiment la demande tous les ans, parce qu'évidemment, plus on a une demande ancienne, mais j'ai envie de dire, quand on a besoin, c'est trop long, quoi. Enfin, voilà, aujourd'hui, pour avoir un 4 pièces, vous pouvez attendre 6 ans, quoi. Donc, c'est très, très long. Donc, il y a même des familles aujourd'hui qui sont à plus que 6 ans, quoi. Alors, quand en plus vous rajoutez des critères de quartier, je veux pas aller là, ou je veux aller que là, ou etc. Donc, ça complique encore. Mais je comprends, mais surtout, le fond du problème, c'est qu'en Île-de-France, il n'y a pas assez de logements sociaux partout dans toutes les villes, et donc aujourd'hui c'est un engorgement c'est ce qu'on appelle la crise du logement. C'est bien ça que dénoncent d'ailleurs les associations humanitaires, caritatives, etc. Et pourtant Bagneux en construit des logements, y compris les logements sociaux. Alors Nissaf Mansour Beiba vous dit: je quitte Bagneux vers l'Eure-et-Loire.
Et j'ai un frère handicapé qui attend un logement depuis 5 ans. On y retourne. Il travaille. Je quitte le logement au 1 rue des Bacocards et mon frère sera à la rue Désespéré. Le service Habitat ne veut pas lui donner ce logement où il vivait depuis 2008. J'espère que vous aurez une réponse à cette situation très Alors, c'est pas le service Habitat qui peut donner ce logement. C'est le bailleur du logement social. Le service Habitat, il fait que des propositions dans les logements. Nous, on n'est pas propriétaire du tout de ces logements. Donc, c'est pas nous qui décidons de donner un bail à telle personne ou telle personne. D'ailleurs, en commission d'attribution, vous pouvez même être proposé par la mairie et être refusé en commission d'attribution parce que le bailleur va dire non, j'estime que cette personne, elle n'a pas assez de revenus, etc. Donc, c'est juste pour préciser cette question-là. Donc, l'automaticité, j'ai ce logement-là, je m'en vais et je mets, même si mon frère ou ma soeur est en situation de handicap, je la laisse dans le logement social, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire que cette personne, donc il faut que son frère ait bien une demande, mais j'ai compris qu'il disait qu'il en a une depuis 5 ans, donc il faut surtout qu'on puisse intervenir, parce que par contre, pour le coup, la situation de handicap fait partie des priorités. Donc voilà, faudrait qu'on puisse aussi réintervenir, par exemple auprès du conseil départemental, donc c'est une priorité de reloger les personnes en situation de handicap, auprès de la préfecture également, etc. Donc il faudrait que je vois si voilà. Notamment aussi la constitution d'un dossier d'ALO pour les personnes porteuses de handicap, c'est une priorité pour avoir accès, être éligible à un dossier d'ALO, donc et avoir un logement de la préfecture. Cette question vous est posée par Minobubou. Quel est le plan d'action de la mairie pour rendre efficace la lutte contre le phénomène de rodéo qui dure depuis des années et qui nuit énormément à la sécurité et à la vie des quartiers Abbé Grégoire, Balonchamp? Oui, je pense qu'il parle des rodéos motos, donc aux scooters, qui, dès que les beaux jours arrivent, reprennent à Bagneux comme ailleurs d'ailleurs. D'abord, donc, il y a une loi depuis août 2018, qui est quand même une loi qui est beaucoup plus restrictive et qui permet donc à la police d'avoir des interventions plus efficaces. Et donc, il y en a. Je suis pas en train de dire que tous les problèmes sont réglés, mais il y en a des interventions plus efficaces de ce point de vue-là, et notamment la vidéoprotection qu'a pu installer donc la ville dans certains quartiers est utilisée donc dans ces cas-là pour des enquêtes de police, et il y en a eu donc à Bagneux, couronnées de succès de ce point de vue-là, avec des saisines de ces scooters ou de ces motos. Il y a malheureusement, je le dis aussi, eu un accident dramatique, qui aurait pu être dramatique, c'est juste des blessures, mais quand même importantes, d'un jeune de la ville, suite à un rodéo de scooter, donc c'est extrêmement dangereux. Donc j'invite moi chacun, dès qu'il y a ce type de phénomène que vous voyez, à évidemment appeler la police et éventuellement aller déposer aussi une main courante, parce que c'est ce qui permet aussi d'enclencher les enquêtes dont je vous parlais tout à l'heure quand il y a de la vidéoprotection. Donc bien sûr, appelez le commissariat de Bagneux ou le 17 dès que vous voyez que ça se produit. Lydia Amar vous pose une question. Mon mari est commerçant ambulant sur les marchés et souhaiterait éventuellement pouvoir bénéficier d'une place au marché Léo Ferré. Savez-vous quelle procédure il doit suivre? Oui, bien sûr, il faut déposer un dossier de candidature donc au service aménagement de la ville. Et en fait, les candidatures sont examinées donc ensuite en commission des marchés. Donc il y a une commission avec des représentants de la municipalité, donc des élus de la ville, le concessionnaire, donc Géraud, puisque c'est le groupe Géraud qui gère les marchés forains de la ville, et puis des représentants des commerçants, donc qui siègent et qui valident ou pas les candidatures. Laura Darry-Carrère vous envoie cette question. Je souhaite en savoir plus sur l'accord signé entre la ville, les promoteurs et la société Bagéops, et quels sont les engagements pris sur la répartition des coûts pour l'installation de la géothermie. Résidente d'un immeuble récent, nous réalisons que les charges liées à la géothermie sont particulièrement onéreuses. Qui le conseil syndical peut-il contacter pour nous expliquer le contrat qui le lie avec Bagéops?
Alors, je pense que cette dame habite dans le sud de la ville. Elle le précise, c'est pas précisé, mais je pense que oui. Et donc, sur la Fulme, ce qu'on appelle la Fulme Sud, alors je vais essayer de faire très vite parce que c'est un petit peu compliqué, mais pour dire à cette dame que j'ai déjà reçu des copropriétaires qui s'occupent de ces questions-là, que je les ai reçus donc à plusieurs reprises moi-même ou mes services, que deuxièmement, on a demandé évidemment aux gestionnaires de cette AFUL une remise à plat, et notamment qu'il y a eu des remboursements sur 2016 et 2017 à la suite de mon intervention, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a une question de ce qu'on consomme pour aller vite et du coût de l'abonnement. Et la dame parle du coût de l'abonnement, et donc on a demandé aujourd'hui une étude, une expertise, nous, si c'est sur cet immeuble ces immeubles de la rue des Tertres, on a demandé donc aujourd'hui une expertise donc par un cabinet indépendant sur la puissance d'abonnement qui a été prise donc à la livraison donc des logements, pour voir ensuite s'il y a une négociation entamée avec Bagéops pour faire baisser cette puissance et donc le coût d'abonnement. Donc s'il s'agit de la copropriété des Tertres, cette dame peut revenir vers nous et on a pas mal d'éléments donc à lui donner. Ok. Garbi Wilaya, qui habite résidence Marcel Lotz, vous posez cette question. Au vu de la détérioration des logements Square Marcel Lotz, et vu que ces logements sont historiques, aucune démolition ni travaux ne sont prévus. Avez-vous prévu, vous, quelque chose du côté de la ville ? Le bailleur ne veut faire aucun travaux, une salle de bain qui a plein de moisissures, des canalisations qui s'effritent, car bien trop vieilles, etc. Certes, vous construisez un très bel immeuble juste en face avec une crèche, mais que faites-vous des personnes dans les logements insalubres juste en face ? Alors, Marcel se connaît très très bien. Bon, alors c'est effectivement... c'est un immeuble qui n'est pas classé au sens classé monument historique, hein, mais qui est à l'inventaire, puisque en gros pour aller vite, Marcel Lotz c'était un grand architecte. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette cité, mais on peut faire quand même des choses. Donc voilà, on peut soit la réhabiliter. On peut soit faire un projet qui préserve une partie de l'ancien avec du nouveau, mais qui respecte un peu les formes urbaines qui existaient. Voilà, je crois que cette histoire en gros, ça serait un patrimoine, donc on ne pourra rien faire dedans, ce n'est pas vrai. On peut tout à fait, en tous les cas, aujourd'hui, si demain le bailleur décide de réhabiliter cet immeuble, et en état de le réhabiliter, il n'y a aucun problème pour réhabiliter l'immeuble. C'est plutôt une question de moyens à mettre sur cette réhabilitation. Moi, je le dis clairement à cette personne. J'ai rencontré Domaxis encore récemment pour parler du projet de renouvellement urbain du quartier de la Pierre Plate, qui va passer d'ailleurs le 19 juin à Langrue. Ça y est, en comité d'engagement. J'ai évoqué la question de Marcel Lotz. J'ai dit clairement, il n'est pas possible de continuer à laisser les locataires vivre dans ces conditions. Donc il faut envisager un projet qui est soit un projet de réhabilitation, soit un projet mixte. Mais il faut effectivement que la situation s'améliore dans cet ensemble. Et il faut aussi que l'entretien régulier soit fait. Parce que il y a l'entretien courant qui doit être fait en attendant une plus grosse réhabilitation. Et ils répondent quoi chez Domaxis ? Oui, ils ont bien conscience que, ils me répondent, oui, on a bien conscience, mais on ne peut pas tout faire, etc. Mais moi, je leur dis, là, il y a urgence à intervenir. Il y a d'autres bâtiments de Domaxis qui sont en meilleur état, celui-là est en mauvais état. Oui, une question. Le parc des sports est en travaux S'il pouvait y avoir une action conjointe des locataires, ça aiderait aussi, je le dis. Ça marche parce que c'est dans les endroits aussi où les locataires se mettent ensemble et disent que maintenant ils veulent une réhabilitation, que les choses avancent. Je veux dire, à Cosson, ça va être réhabilité. C'est aussi grâce à la mobilisation des habitants. Ça compte. Le parc des sports est en travaux depuis plusieurs mois. Les choses ont l'air de bien avancer. Quand pourrons-nous le réutiliser ? Écoutez, dès début septembre. Voilà, on l'inaugurera en septembre. On est vraiment
en terminaison de travaux. Donc les choses ont très bien avancé. Hein. C'est quand même un gros investissement de la ville. Hein. C'est 5 millions d'euros donc d'investis pour rénover ce parc, mais qui était un très beau parc et qui avait besoin d'entretien et de redevenir ce très beau parc qu'on connaît. Donc dès début septembre, ça sera ouvert à nouveau pour tous les utilisateurs et les sportifs. Mérina Cobb vous pose cette question. La police de Bagneux, impossible de se déplacer pour tout type de problème. Donc c'est ce que répond la police quand on l'appelle. À chaque fois c'est la même chose. Ils répondent: nous sommes déjà sur une intervention, on vous tient au courant dès qu'une équipe est disponible. Que faire ? Eh bien, que faire ? Il faut continuer à appeler. D'abord, il ne faut pas se décourager. Moi, je le dis souvent à monsieur le... Alors, ça pose quand même la question du nombre d'effectifs. C'est notamment la nuit qui a ces problèmes-là, évidemment pas la journée. Ça pose quand même la question du nombre de policiers qu'il y a dans les commissariats à Bagneux comme ailleurs. Hein. Je rappelle juste que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je veux dire, les policiers avaient été... comme tous les fonctionnaires, mais les policiers avaient particulièrement subi donc des baisses d'effectifs dans les commissariats, et nous, on n'a toujours pas retrouvé les effectifs que Bagneux avait dans son commissariat en 2008. Donc oui, il y a eu un petit peu de postes supplémentaires suite à la mobilisation qu'on avait lancée, mais ça reste insuffisant. Ceci dit, ces réponses-là ne sont pas acceptables. Alors ça peut arriver ça dépend de la gravité de ce que vous évoquez, mais la police donc doit se déplacer. Donc faut continuer à appeler le commissariat, le 17. Et si vous êtes mal reçu et qu'on ne se déplace pas, il ne faut pas hésiter donc à m'adresser un mail ou à téléphoner à mon secrétariat, que je sache que vous avez appelé et que vous n'avez pas eu satisfaction, parce que bien sûr, moi je fais remonter au commissaire ce qui dysfonctionne, et avec lui, voilà, on est dans un très bon partenariat, et je crois que monsieur le commissaire ne souhaite pas que les administrés aient des réponses comme cela négatives. Et d'ailleurs, normalement, il devrait mettre en place en septembre, à partir de septembre, je pense qu'on l'annoncera dans le Bagneux Info, oui. Il devrait mettre en place, monsieur le commissaire, une permanence donc hebdomadaire où il pourra recevoir ou les représentants de locataires ou de copropriétaires ou simplement des citoyens sur rendez-vous. Donc ça sera annoncé dans le Bagneux Info. Il y aura donc un créneau horaire 2 heures où vous pourrez prendre rendez-vous pour rencontrer en direct monsieur le commissaire et évoquer vos difficultés. Et ça, je trouve que c'est une très bonne proposition du commissaire de Bagneux. Je crois que ça n'existe dans pas beaucoup d'endroits, et j'espère que ça aura plein succès. Aurélie Lecalcet vous pose cette question. Je suis représentante des parents d'élèves à la maternelle de l'école Paul Éluard. Nous avons, lors du dernier conseil d'école début 2019, évoqué un souci de pavé qui se désolidarise du sol sur l'esplanade devant l'école. Les élus de la mairie étaient présents. J'ai également signalé le souci sur la nouvelle application Iris. Mais rien n'a bougé. C'est extrêmement dangereux. Est-il possible d'accélérer la remise en conformité de l'esplanade, s'il vous plaît? D'accord. Donc c'est des dalles à plusieurs endroits. Oui, qui se détachent du sol, et celle-là, je vais la prendre. Les enfants jouent avec. J'ai vu ça effectivement sur la plateforme Iris. D'accord. Je vais la prendre parce que je vais vérifier où ça en est. Donc parce que évidemment ça peut être dangereux. Donc il ne s'agit pas de mettre la sécurité des enfants à mal. Donc je vais regarder cette question-là. Je me la garde. Voilà. Elle est entre deux. Toutes je les garde, mais celle-là. Celle-ci, il y a un peu urgence apparemment parce que les enfants en souffrent. Question de Sylvie. Bonsoir Madame le maire. Une question à propos du RIP, donc comment ça s'appelle ? Le référendum d'initiative populaire sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Il paraît que le site internet gouvernemental est buggé et lourd. J'ai entendu dire qu'il y avait une possibilité de s'exprimer en mairie. Comment cela va-t-il être possible à Bagneux ? Alors ça a commencé aujourd'hui pour une période de 9 mois. Alors d'abord, moi j'appelle vraiment tous les Bagnoolaises et les Bagnoolais à voter, puisque c'est pour qu'il y ait un référendum. Donc à se prononcer, c'est pour qu'il y ait un référendum donc pour ou contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Vous avez compris que moi je suis contre. Je suis pour que ces aéroports restent en service public. S'ils font des bénéfices, autant que ça soit la nation qui en profite et pas le privé. Excusez-moi de le dire comme ça, mais donc vous pouvez voter. C'est depuis aujourd'hui que ça a commencé. Il faut 4,7 millions d'électeurs
en France, puisqu'il faut être électeur pour pouvoir voter, qui se prononcent pour obtenir donc que ce référendum. Donc il faut une grosse mobilisation. Moi j'ai voté ce matin. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais bon, il faut pas se décourager. Il faut s'y reprendre. Il faut éviter les virgules, les choses. Il faut bien mettre les plusieurs prénoms quand on en a, enfin, etc. Mais voilà. Mais autrement, il y a possibilité à l'hôtel de ville. Donc vous passez à l'hôtel de ville de Bagneux de pouvoir voter aussi à l'hôtel de ville de Bagneux. Ah, voilà. Donc on peut voter en mairie. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes, mais on arrive à suivre le rythme des questions. Celle-ci est posée par Jérôme Marié. Quand le supermarché Casino sera-t-il fermé et détruit ? Alors, le supermarché Casino va fermer très très prochainement. Je pense qu'à la fin de l'été, il sera fermé. À côté, il y a un supermarché provisoire de beaucoup plus petite taille, mais qui est créé sur une parcelle qui appartenait à EDF. Donc il y aura une supérette là plutôt de manière provisoire, et donc ensuite il y aura un nouveau un supermarché, puisque le supermarché sera reconstruit, un peu plus grand encore qu'il ne l'est aujourd'hui, avec au-dessus des immeubles d'habitation. Voilà où nous en sommes. Il est presque fini, j'ai vu que la supérette provisoire était quasi terminée. Oui. Quant au nouveau, alors là, c'est le temps du chantier, ça prend forcément... Il y en a au moins pour 2 ans. Au moins 2 ans. Oui, au moins 2 ans. Question de Sylvie, quelle est votre réaction face aux annonces du Premier ministre ? J'imagine son discours hier devant l'Assemblée nationale. Écoutez, évidemment, moi, j'avais proposé aux balnéolais de jouer le jeu du grand débat. On avait fait un grand débat où il y avait 300 balnéolaises et balnéolais qui étaient venus, et quelque chose un moment de très grande qualité. J'avais trouvé d'écoute et de qualité de propositions. On avait aussi ouvert des cahiers citoyens. Nous sommes allés remettre toutes les productions collectives ou individuelles à l'Élysée. Évidemment, j'ai entendu Édouard Philippe hier, c'était soi-disant l'acte 2. J'ai trouvé plutôt que c'était l'acte 1 bis. C'est-à-dire, en gros, on change rien et on continue comme avant, puisque tout le monde a bien en tête quand même qu'il n'y a eu à aucun moment la volonté de s'attaquer aux plus riches. De remettre en cause les grands profits du CAC 40, etc. Et surtout pas de revenir sur l'ISF, ni d'annoncer 0 € d'augmentation de salaire, même pour les plus bas salaires. On a bien compris qu'il faudrait travailler un petit peu plus longtemps pour avoir une retraite décente, puisque en gros, non, on ne touche pas à l'âge légal de la retraite, mais en fait, si on part avant 64 ans, on aura une retraite avec une décote. Voilà, il a annoncé des baisses d'impôts. Alors, ça peut évidemment être séduisant pour celles et ceux qui en paient. Je dis juste que les baisses d'impôts, je pense qu'elles seront payées avec moins de services publics pour toutes et tous. Donc je crois que la logique libérale, elle continue, et je ne la partage pas du tout. Et le mouvement des gilets jaunes, mais aussi les mouvements d'une manière générale qui peuvent se passer dans les entreprises ou ailleurs, appellent vraiment à une autre politique. Mais il faut aussi il y ait aussi des rassemblements pour que cette autre politique puisse voir le jour. Donc il faut aussi, je le dis aussi, un peu de politique que là, si vous voulez bien que la gauche soit moins divisée, éclatée, pour offrir une perspective à notre pays. Très bien, revenons peut-être à Bagneux. Bonjour, je suis retraité, c'est Gérard qui vous parle. J'aimerais voter pour des projets du budget participatif. Oui. Malheureusement, je ne suis pas très à l'aise avec les outils informatiques. Qu'est-ce qui est prévu pour nous aider ? Alors, écoutez, il y a... alors, évidemment, le vote est par Internet, donc je comprends bien. Et donc, on a mis en place, vous allez avoir un dépliant du budget participatif dans vos boîtes aux lettres. Il y a 9 lieux labellisés dans la ville. Labellisés, c'est dans le sens, c'est des lieux où vous pouvez venir et on vous aide à voter, on vous crée votre adresse Internet et on vous accompagne vraiment pour que vous puissiez voter. Donc, il y en a à l'hôtel de ville, à la mairie annexe, dans les centres sociaux. J'ai plus la liste exacte en tête, mais il y a 9 lieux labellisés. Donc, venez en mairie ou à la mairie annexe. Si vous habitez dans le sud, on va vous donner tous les renseignements et vous pourrez voter sur place. Et vous aider à le faire. Et vous aider à le faire. Bien sûr, c'est jusqu'au 6 juin. 6 juin midi, et à midi, donc sur la place d'Empire, on annonce les résultats. Vous pouvez voter pour 3 projets.
6 juillet, c'est juillet, moi qui me suis trompé. 6 juillet, 6 juin, et bien sûr, 6 juillet. Voilà, il est précis derrière. Une dernière question, parce que le temps tourne. Elle vous est posée par Naps Mba. Bonsoir Madame le maire. L'école maternelle Henri Vallon est en attente depuis plusieurs années du changement de sol dans sa salle de motricité, qui est en carrelage et ce qui est dangereux en cas de chute, évidemment. Le sujet a été évoqué lors de plusieurs conseils d'école, mais l'établissement est toujours en attente. Pensez-vous que le changement de sol peut être établi dans le prochain budget de la ville ? Alors, ça ne sera pas celui de cette année, parce que je pense qu'il n'est pas budgété sur cette année. Cette année, on fait des travaux importants à l'école Henri Vallon, hein, mais on refait notamment toute la partie où il y a les réfectoires. Donc, voilà, en entrée à gauche, plutôt sur l'école Henri Vallon A. Et là, je pense que monsieur parle de la maternelle. Et donc, on refera aussi toute la couverture du petit préau de l'école Henri Vallon. Donc, c'est des travaux extrêmement importants, un très gros budget. Donc, là, ça va terminer en fait toute l'enveloppe énergétique de l'école, puisque c'était notre priorité, c'était évidemment de pouvoir avoir moins de consommation énergétique sur ce vieux bâtiment. Et donc là, ça sera terminé. Donc j'entends cette question-là, il faut qu'on puisse la budgéter l'année prochaine dans les priorités. Vous avez bien fait de poser la question. Voilà, je veux bien récupérer aussi. On la garde. Merci Madame le maire, merci à vous pour vos questions et votre écoute attentive, et à très bientôt pour un prochain Facebook Live. Merci, au revoir.